Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 20 juillet 2025. Comme je l'avais mentionné, il y a deux web journaux. J'ai pensé que c'était important de faire un web journal sur, pas Alligator Alcatraz, mais sur la question de l'immigration, parce que quand c'est sorti, j'ai publié un tweet où j'ai dit on devrait envoyer tous les demandeurs d'asile à Alligator Alcatraz. Et là, il y a beaucoup de personnes qui ont réagi. Où est ton humanité, Alexis? Là, je pensais que tu avais un cœur, etc. Et donc, je me suis rendu compte, mais je ne pense pas que c'était nécessairement des auditeurs réguliers de Radio-Québec, parce que j'ai été assez clair à un certain nombre de reprises sur les problèmes liés à l'immigration de masse, notamment l'été dernier. Lors des émeutes en Angleterre, j'avais parlé des problèmes de cohabitation, du multiculturalisme, etc. Et la volonté de l'OTAN de détruire le système d'étonation à travers l'immigration. Les gens semblent juste pas se rendre compte de ça, que le fait que l'immigration est une opération militarisée qui utilise les stratégies d'ingénierie sociale qui renversent notre compassion contre nous, qui utilisent la compassion des gens contre eux pour détruire le système d'étonation. Et donc, il y a des stratégies d'ingénierie sociale à travers ça. Et ça, c'est assez facilement démontrable. Et donc, le fait c'est bien d'avoir un peu de compassion et tout ça, et de penser aux autres, etc., mais on ne sera jamais capable de régler tous les problèmes du tiers-monde avec l'immigration. Et là, présentement, elle est utilisée contre nous. De sorte que les personnes maintenant qui sont les défenseurs de l'immigration, du droit d'asile, etc., c'est des personnes comme Cédric Héroux, Olivier Besancenot, tous les gauchistes, etc., sont les idiots utiles du système, d'un système qui a été mise en place notamment par l'OTAN, on va le voir, et ses relais à travers les fondations comme celle de George Soros, etc. Ces gens-là sont les idiots utiles de la Open Society de la Open Society de George Soros. Donc, il faut prendre conscience de ça, et ça a été utilisé contre nous, et donc je voulais refaire un web journal là-dessus. Je l'ai appelé Alligator Alcatraz. On ne va pas nécessairement parler d'Alligator Alcatraz, mais j'ai essayé de mettre un petit peu tout dans ce web journal-ci, comme ça deviendra une référence sur cette question-là. J'ai expliqué à de nombreuses reprises dans les web journaux qu'il y avait plusieurs piliers du mondialisme, notamment l'immigration de masse, la propagande LGBTQ, la destruction de l'identité de genre, les politiques vertes de destruction, ça c'est de la prise de contrôle de toute la question énergétique qui est nécessaire pour que les populations fleurissent, pour l'épanouissement des peuples. L'énergie, c'est essentiel. Et puis l'autre, c'est la technocratie, dans le genre, le règne des juges et des panels non élus, comme par exemple quand nos maires se rendent dans des groupes comme le C40 et puis prennent des décisions, puis comme le Forum économique mondial, et reviennent et nous imposent des pistes cyclables dont personne ne veut. C'est la technocratie. Donc, la technocratie, les politiques vertes pour la prise de contrôle énergétique, les politiques LGBTQ, la propagande LGBTQ, la destruction de l'identité de genre et l'immigration. Parmi ces quatre piliers du mondialisme, l'immigration est la plus pernicieuse. L'immigration est utilisée depuis des décennies comme une arme militaire. On va le voir. Là, on appelle ça l'immigration militarisée. Et on a expliqué à plusieurs reprises à Radio-Québec que les élites étaient en guerre contre leur propre peuple. Hein, c'était ça. Et c'est d'ailleurs ce que dit George Soros dans un article qu'il a publié à la Open Society Foundation en 1993, alors que l'Union soviétique venait de tomber. Il dit, étant donné que l'OTAN n'a plus d'ennemis extérieurs, n'a plus vraiment d'ennemis extérieurs, il doit faire advenir le nouvel ordre mondial. L'article s'appelle l'OTAN et le nouvel ordre mondial. Là, on va aller le voir. Il doit faire advenir le nouvel ordre mondial en transformant les sociétés à l'intérieur, c'est-à-dire les sociétés de l'OTAN. Et il y a eu des relais par la suite, différentes politiques qui ont donné naissance à des politiques. Et là, ça se retrouve. Et puis là, maintenant, en fait, il y a beaucoup de choses. Je vais parler de... C'est complexe, le problème de l'immigration. Mais avant de comprendre ça, pour comprendre le concept qui est avancé par George Soros de Open Society, il aurait fallu que je fasse un web journal sur la psychanalyse et le parricide, c'est-à-dire le meurtre du père, de la figure du père dans la société occidentale, surtout depuis mai 68, la critique du père, de la masculinité, etc. Parce que la masculinité est beaucoup plus liée,
Je parlais plus tôt cette semaine avec Nathalie Lavoie de masculinité sacrée, etc. La masculinité est beaucoup plus liée au nom. Tu sais, en tout cas, en psychanalyse, là, le nom, N-O-M, du père, c'est-à-dire, et le non, c'est-à-dire l'autorité qui dit non. Et on a tué ça dans la société occidentale dans les années 60 et on est devenu une société permissive. Et la fondation, la Open Society, Open Society Foundation de George Soros prend le relais de ça. On passe de la société jouissive, permissive, à la société complètement ouverte qui n'a plus de frontières, etc. Et l'OTAN est devenu le bras armé de cette politique-là qui commence avec la psychanalyse, l'école de Francfort, qui identifie, encore une fois, les racines sont énormes, hein, c'est-à-dire que si tu veux faire advenir la révolution, il faut que tu prennes la longue marche à travers les institutions, il faut que tu prennes le contrôle de l'école, il faut que tu prennes le contrôle de l'Église, il faut que tu détruises la famille, il faut que... Et donc, les révolutionnaires mondiaux se sont attelés à cette tâche-là, puisque la Première Guerre mondiale n'a pas donné de résultats sur la lutte des classes, ils se sont dit, on va cibler tous les éléments de la civilisation occidentale, puis on va les infiltrer, puis on va les détruire de l'intérieur. C'est ça qu'on voit beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'est l'école de Francfort. Puis après ça, donc ça a donné naissance à des mouvements comme Mai 68. Herbert Marcuse, d'ailleurs, était à Paris, un des théoriciens de l'école, le théoricien principal de l'école de Francfort, était à Paris lors des émeutes de Mai 68. Et par la suite, tu as des gens qui ont pris le relais de ça. Il y a eu... en tout cas, c'est compliqué, le fait de coopter ces gens-là dans les universités américaines, prendre le contrôle des universités américaines, détruire, c'est ça, tout ce qui est comme masculin, autoritaire, toujours présenté dans les films comme quelque chose de violent et par la suite, des relais à travers la Open Society Foundation de George Soros et l'OTAN qui a mis ça en application. Donc, il y a des racines très, 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 très longues de ce mouvement d'ingénierie sociale. Et aujourd'hui, les personnes qui, encore une fois, défendent, je comprends bien ce que vous voulez dire quand vous dites, là, tu n'as pas de cœur, Alexis, etc. Mais là, on est à un moment où est-ce qu'on est, on est sur le seuil de la catastrophe à l'intérieur des civilisations des différentes sociétés occidentales, et c'est le temps de faire preuve de fermeté. Et c'est ce qu'on voit avec l'arrivée de Donald Trump. Il y a cette espèce de, comment dire, de renversement de la tendance. Il ne peut pas tout faire, il ne peut pas arrêter instantanément l'immigration. De toute façon, aux États-Unis, ils ont une histoire particulière avec l'immigration, mais on voit la volonté, notamment, d'envoyer un signal, notamment un signal dissuasif. D'ailleurs, leurs chiffres d'entrée à la frontière sont pratiquement négatifs. Et avec des concepts comme Alligator, Alcatraz, l'idée, c'est d'envoyer un signal puis pour dissuader les personnes avant qu'ils essayent de traverser la frontière. C'est-à-dire qu'il faut envoyer un signal avant que les gens embarquent dans le bateau, vous comprenez? Si vous leur donnez le signal que vous allez les loger dans des 5 étoiles, puis ils vont recevoir des services à vie, je veux dire, il n'y a personne, ils vont tenter au péril de leur vie d'embarquer sur le bateau, de traverser la Méditerranée, etc. Ils vont tout faire, ils vont s'endetter avec des passeurs parce que dès qu'ils arrivent, dès qu'ils mettent le pied ici, après ça, c'est à l'hôtel, tout payé pendant 10, 12, 15, 20, pour le reste de la vie. Donc, il n'y a personne qui va renoncer à ça. Et ça, c'est possible parce qu'il y a des personnes dans notre culture maintenant qui disent « Où est ton cœur, Alexis? » qui gardent littéralement la porte ouverte, qui sont les idiots utiles de la Open Society de George Soros et de l'OTAN, et qui permettent cet appel d'air, parce qu'ils ont eux-mêmes été conditionnés, hein, presque un demi-siècle de conditionnement à la permissivité, à l'ouverture et au manque de fermeté. Ils n'ont pas été élevés là-dedans et sans se rendre compte que l'objectif, c'est la destruction de la civilisation occidentale. Sans se rendre... Et donc, à un moment donné, il faut prendre conscience de ça et dire non. Et c'est pour ça que je fais ce web journal-là, même si beaucoup d'entre vous êtes exactement sur la même longueur d'onde que Radio-Québec, sur ces questions-là. J'espère que ce web journal-là fera école, comme on dit. Donc, Alligator Alcatraz, le signal que la récréation immigrationniste est terminée. Et on a des signes de ça un peu partout, par exemple, comme en Allemagne,
Macron qui dit qu'il va essayer d'empêcher les bateaux de traverser pour l'Angleterre. En Allemagne, ils veulent renvoyer certains migrants. Et puis, aux États-Unis, on voit les avions qui se remplissent de migrants. Il y a la remigration, il y a la remigration volontaire. Et donc, même chose en Angleterre, il y a comme un début de prise de conscience. Ça va prendre du temps avant de bouger complètement la fenêtre d'Overton du côté de la fermeté, mais il va falloir le faire et j'espère que ce web journal-ci contribue à déplacer la fenêtre d'Overton. Je veux dire d'emblée que la mère de mon fils est issue de l'immigration. Mon fils est moitié québécois, moitié tibétain, mais 100% québécois dans son cœur. Et que je ne pense pas que je ne suis pas ici pour dire que tout le monde doit retourner, tous les gens qui sont issus de l'immigration doivent retourner chez eux, loin de là, c'est pas ça du tout. Mais il y a certainement des gens qui ont vocation à retourner et la paix sociale ne peut advenir que s'il y a une pause dans l'immigration, un stop, une pause, etc. Tant que les portes vont être ouvertes et que ça va continuer à rentrer, ça va générer de l'insécurité et des problèmes sociaux, des problèmes de clash de culture. Le signal ne sera pas clair et comme on voit un peu partout, là, il y a des problèmes sociaux un peu partout liés à ça. Et donc, à partir du moment où est-ce qu'on dit non, c'est stop, eh bien là, ça envoie un signal et là, tout le monde comprend qu'on doit s'intégrer. Puis je veux faire aussi une distinction entre immigration légale et illégale. J'ai vu beaucoup de commentaires de personnes qui disaient « Je suis pour l'immigration légale », mais 90 99 de l'immigration et des problèmes liés à ça, c'est de l'immigration légale. C'est de l'immigration légale. Tu sais, les demandeurs d'asile qui arrivent ici, puis ça prend 12 ans de traiter leurs demandes, puis ils sont logés, nourris essentiellement avec des chèques du gouvernement pendant 12 ans. C'est de l'immigration légale. Les prières de rue qu'on voit partout, c'est de l'immigration légale, etc. Et donc, on s'en fiche de l'immigration illégale. Je veux dire, il y a toujours une entourloupe pour les faire en sorte que ce soit légal. Comme le chemin Roxham, c'était une entourloupe pour que ce soit pas... c'était pas légal, mais c'était pas illégal non plus. Là, c'était des migrants non documentés. Puis, fait que le problème est essentiellement au niveau qu'on absorbe actuellement. Le problème est avec l'immigration légale. Et c'est à ça qu'il faut mettre un terme. L'immigration légale. En tout cas, réduire de minimum 90%. Les gens qui sont mal adaptés qui sont venus ici, il y a des gens qui sont venus ici et qui ont un discours destructeur sur la civilisation occidentale. Si les gens sont venus ici et se sont installés en Occident, ils devraient au minimum aimer la civilisation occidentale. S'ils n'aiment pas la civilisation occidentale, ils devraient retourner chez eux. Ça, c'est un minimum, on s'entend? Et donc, tous ceux qui sont ici et qui sont contents d'être ici et qui aiment la civilisation occidentale sont vocation à rester. Ceux qui sont ici pour la détruire, on ne devrait pas avoir aucune empathie pour ces gens-là. OK? Voilà. Détruire ou en profiter au maximum sans contribuer. Ouais. Voilà, donc je ne suis pas du tout sur le logiciel essentialiste racial ou quelque chose comme ça. Pas du tout. Voilà, donc cela étant dit, c'est ça, immigration de masse, un plan de destruction du système d'étonation de la zone atlantique. J'ai expliqué l'été dernier lors des émeutes en Angleterre que l'immigration de masse suicidaire n'existe que dans la zone atlantique. Elle n'existe nulle part en Asie. Elle n'existe nulle part, pratiquement nulle part en Amérique du Sud. Elle n'existe pas du tout en Europe de l'Est. Elle n'existe pas en Afrique. Elle existe nulle part. Elle existe juste dans certains pays de l'OTAN qui se disent laïques et multiculturels. Et ça, c'est une politique de l'OTAN visant à détruire la société civile, reconstruire, reconfigurer complètement la composante, la démographie et la politique des pays de la zone atlantique. Pourquoi je dis que c'est une opération de l'OTAN? Ça nous a été... c'est directement en lien avec ce que Mike Benz nous expliquait. Ça a été expliqué, ça a été dit par George Soros, ça a été expliqué notamment par le général, j'en avais parlé l'été dernier, le général Wesley Clark, qui était le commandant suprême de l'OTAN lors des frappes contre la Yougoslavie en 1999. Et là, j'ai assisté à cette conférence de presse sur CNN où Wesley Clark dit on ne prend plus les nations homogènes. Maintenant, on s'en va vers des États multiculturels pour le 21e siècle. Et donc, c'était une politique officielle de l'OTAN. Le clip n'existe plus, mais on en retrouve
des traces dans différents articles. Vous avez ici donc l'objectif stratégique. L'immigration forcée est un objectif militaire stratégique. OK? Multiethnicité forcée des pays de l'OTAN. Vous l'avez ici dans un article de The Guardian où il dit « Il n'y a pas de place dans l'Europe moderne pour des États ethniquement purs ». Ça, tu vois, ça, c'est juste une partie de la citation parce que ce que dit le général, vous l'avez ici sur le Southern Poverty Law Center, le site web du Southern Poverty Law Center, qui est un groupe d'extrême gauche qui flague des personnes à droite, extrême droite, etc. Là, bon, fait partie de la nébuleuse des trucs d'extrême gauche là, qui participe à l'ingénierie sociale visant à garder les portes ouvertes et faire en sorte qu'on soit noyé par la démographie, par les 4 piliers du mondialisme, comme j'expliquais. Donc, la citation exacte au complet, c'est « Il n'y a pas de place dans l'Europe moderne pour des États ethniquement purs. C'est une idée du 19e siècle et nous essayons de la faire évoluer vers le 21e siècle et nous allons y parvenir avec des États multiethniques. » Et donc, il vous explique exactement la volonté de l'OTAN ici de détruire la cohésion ethno-culturelle des États et par la force, parce que c'est ça qu'ils ont fait en Serbie, par la force, ils ont forcé le Kosovo, ils ont empêché les Serbes de conserver le Kosovo et donc... et l'objectif est de faire évoluer l'Europe vers un 21e siècle multiethnique, multiculturel. OK? Donc, vous l'avez ici. Objectif stratégique. Vous avez le texte de George Soros ici. Ça, c'était en 1999, Wesley Clark. OK? C'est incroyable qu'on puisse avoir, parce que normalement, on n'a pas les stratégies de l'OTAN. Hein? On a des documents qui nous sont relatés par Mike Benz, et tout ce que Mike Benz a dit prend tout son sens sur le fait que l'OTAN se retourne contre les mouvements populistes, nationalistes, etc., se mêle des élections et ça prend tout son sens qu'on comprend la doctrine de Wesley Clark ici, la doctrine qui est annoncée par Wesley Clark. Là, c'est des documents internes là, de l'OTAN. Puis là, il a comme échappé ça, puis on est capable de... Mais tout ça, bien avant cette déclaration de Wesley Clark, il y avait ce texte de George Soros vers un nouvel ordre mondial, l'avenir de l'OTAN, où il dit essentiellement, l'OTAN a le potentiel de servir, lui c'est le défenseur de la société ouverte, le George Soros, ça s'appelle comme ça sa fondation, Open Society Foundation, pour l'immigration, il finance d'ailleurs l'immigration de masse. George Soros a investi 500 millions de dollars pour aider les réfugiés, etc., etc. C'est pas juste ça, hein, c'est services juridiques pour les demandeurs d'asile, pour contester les politiques gouvernementales visant à les retourner à la maison, ou s'ils ne sont pas bien logés, ou etc. Faire plier des élus, les faire voter en faveur de lois pro-réfugiés, pro-immigration de masse, etc. C'est un gigantesque investissement. Et donc, c'est ça, la Open Society. Il dit c'est ça le nouvel ordre mondial. Ce que vous voyez quand je dis qu'il parle des 4 piliers du mondialisme, c'est le nouvel ordre mondial. Et donc, pensez-y, ceux qui disent je suis pour l'immigration légale et tout ça, vous rendez-vous compte de ce que vous appuyez en fait, ou bien vous regardez juste, vous êtes comme des mulots de l'info, vous regardez juste comme, prenez, je ne l'ai pas mentionné en ouverture, prenez un peu d'altitude, ayez une vision synoptique, comprenez la stratégie derrière ça, OK? Et cui bono, à qui profite le crime? C'est certainement pas à la classe ouvrière en Occident que ça profite. Mais en tout cas, avant d'aller là, on va aller ici. L'OTAN a le potentiel de servir de fondement à un nouvel ordre mondial dans la région du monde qui a le plus besoin d'ordre et de stabilité. Ça, c'est la zone atlantique, ça incluant la Grèce, etc. Là. Mais elle ne peut y parvenir que si sa mission est redéfinie. Il est urgent de repenser en profondeur l'OTAN. Et là, il dit, il n'existe aucune menace directe dans la région pour les pays de l'OTAN. Le danger est interne à la région. Et là, il parle de sociétés fermées, tu sais, les sociétés qui ne veulent pas d'immigration ou qui sont comme plus sur un logiciel traditionnel. Là. Ouais. Le danger est à l'interne à la région, est interne à la région.
Si l'OTAN a une mission, c'est de projeter sa puissance et son influence dans la région de l'OTAN Atlantique, etc. Et cette mission se définit mieux en termes de société ouverte et fermée. Et donc, l'OTAN, selon George Soros, a la vocation de créer des sociétés ouvertes. Et là, vous avez Wesley Clark qui dit exactement ça 6 ans plus tard. Ils font la guerre au Kosovo pour imposer une société ouverte au Kosovo. Et après ça, ça a été comme... On a eu des années de ça, d'ouverture forcée des sociétés avec la propagande qui a embarqué, etc., à tous les niveaux. Puis là, on est rendu aujourd'hui où est-ce que Trump se bat contre ça, essentiellement. Là. Mais si vous cherchez, en fait, migration militarisée, il y a beaucoup de... Mais pas beaucoup, mais il y a quand même pas mal de sources. Et c'est ce qui est utilisé présentement, weaponized migration, migration militarisée. Encore une fois, on dit les élites sont en guerre contre les peuples à l'intérieur de la zone OTAN et utilisent les migrations contre les peuples. Je suis pour l'immigration légale, tu n'as pas de cœur, Alexis, etc. Vous êtes juste les complices, ceux qui disent ça. Mais je ne veux pas dire les complices inconscients d'un système qui vise à détruire l'État-nation occidental. Je veux pas, il y a des personnes de bon cœur là-dedans, je veux pas être trop cynique, mais pensez-y bien, là, réévaluez vos... Donc, migration militarisée, les réfugiés comme armes, est un terme utilisé pour décrire un gouvernement hostile organisant ou menaçant d'organiser un afflux soudain de réfugiés dans un pays. Puis là, maintenant, c'est nos gouvernements qui organisent des migrations hostiles à l'intérieur de nos pays. C'est exactement ça, parce que l'ennemi est intérieur. Je l'ai expliqué durant la COVID, que l'ennemi est à l'intérieur. Regardez ce que nos gouvernements nous ont fait durant la COVID. L'ennemi est intérieur. Ces gouvernements-là sont en guerre contre les peuples à l'intérieur avec le support logistique de l'OTAN. C'est le propos de Mike Benz. On a expliqué ça. Ceux qui écoutent souvent Radio-Québec comprennent la problématique. Et donc, le pays responsable ou parfois un acteur non étatique comme la Open Society Foundation qui finance les bateaux, là, c'est comme avec plein d'ONG, etc., cherche généralement à obtenir des concessions du pays ciblé et atteindre un objectif politique, militaire ou économique. Vous avez des textes là-dessus à l'Académie navale aux États-Unis, Naval Institute of National Archives, Weapons of Mass Migration, Forced Displacement as an Instrument of Coercion. Encore une fois, l'immigration, les déplacements de population comme outil de coercition. Ça a été utilisé, entre autres, notamment, je pense, par Hitler lors de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les Stukas plongeaient en piqué avec les sirènes, ils faisaient peur à la population. Ça faisait en sorte que les gens quittaient les villes et encombraient les routes, ce qui rendait difficile la logistique militaire, le ravitaillement des troupes, etc., parce que les routes étaient remplies de civils, puis les gens fuyaient les villes, etc. Donc, c'est pas nouveau, ça, mais il dit, encore une fois ici, tu vois, vous voyez, coercitive engineered migration are those cross-borders population movements that are deliberately created. Donc, ce sont l'immigration militarisée ou ingénierée, ce sont ces flux transfrontaliers qui sont organisés de façon délibérée afin de produire un avantage économique, militaire ou politique de l'État ciblé. Vous avez plein de trucs là-dessus. En tout cas, si vous cherchez, il y a un livre aussi, si ça vous intéresse, si vous voulez avoir Weapons of Mass Migration de Kelly Greenhill, arme de l'immigration de masse comme une arme. Elle a fait des conférences aussi sur YouTube. Vous avez ici Migration as a Geopolitical Weapon, les migrations comme une arme géopolitique, mais je ne pense pas qu'elle aborde cela sous l'angle de Radio-Québec avec la logique de Mike Benz et ce qu'on a vécu durant la COVID, etc., où on postule que les gouvernements militarisent certaines choses contre leur peuple. OK? Donc, vous avez ici, c'est ça, George Soros qui investit, et vous voyez ici des pays chrétiens, où est ton cœur, Alexis, chrétien, blablabla, comme la Pologne, la Hongrie, refusent complètement ça parce qu'ils ne veulent pas perdre leur identité. Où est le cœur des Polonais? Oh, pourquoi ils refusent? Parce qu'ils savent, la Pologne, la Hongrie et d'autres pays savent que c'est instrumentalisé contre eux pour détruire le pays. Viktor Orban le sait, ça, ils le savent. La Hongrie adopte des lois anti-immigrés, stop Soros. Parce qu'ils ont compris, parce qu'ils ont une vision synoptique. Ils ont compris le cui bono.
que ça vise à détruire les pays. C'est pour ça qu'ils résistent, ces pays-là, les pays d'Europe de l'Est essentiellement, là. C'est pour ça qu'ils résistent, alors que nous, on a été martelés pendant 50 ans, un demi-siècle, avec de l'ingénierie sociale. Il y a eu un parricide dans la culture occidentale. On n'a plus de fermeté. On n'est plus capable de dire, non, on est comme rendu faible. On est rendu comme Cédric Héroux et Olivier Besancenot. Ouais. Ça, c'est reconstruire le système d'asile politique par Georges Soros en 2015, en même temps que... 2015, c'est là où est-ce qu'il y a le petit, où est-ce qu'on, encore une fois, une opération d'ingénierie sociale, on avait trouvé le petit Aylan mort sur la plage, tu sais, c'était un Syrien qui, la famille fuyait, puis il avait tenté de traverser la Méditerranée, et là, il était décédé. On avait fait un super beau photo-op, non, ils vont me dire, j'ai pas de compassion, je veux vous expliquer la problématique, comme avec les photo-op d'enfants morts en Syrie durant la guerre syrienne, etc. Et là, ça a été le départ, ce photo-op-là, cette opération de com', visait à militariser notre compassion, je ne veux pas dire votre compassion, militariser notre compassion, notre empathie afin de nous hameçonner et de nous faire ouvrir les frontières et consentir à un afflux de migrants jamais réalisé en Europe. L'Allemagne a pris, je pense, en 2015 et 2016, elle a pris en 2015, je pense qu'elle a pris, ou en 2016, 1 million de réfugiés, comme ils ont juste ouvert les portes. Après ça, Trudeau a ouvert les portes, ils sont rentrés par le chemin Roxham. Ça a été le point de départ, ça, et ça a été... c'est une opération de manipulation et d'ingénierie sociale de la compassion occidentale. Et donc, on vous manipule. Tu sais, l'idée ici, c'est ça ici, c'est de l'empathie militarisée. Encore une fois, ça, c'est des concepts. Vous comprenez que les gens qui organisent ces trucs-là, c'est des technocrates, c'est des élites universitaires, c'est des gens très, très, très intelligents qui comprennent comment... Tu sais, il y a des gens en marketing, rappelez-vous, genre notamment Edward Bernays, tu sais, le chef, celui qui a inventé la propagande moderne, de qui Goebbels s'est inspiré, mais c'est Bernays le premier. Il dit il y a un gouvernement invisible qui détermine vos choix dans son livre Propagande, il explique, je pense que c'est la première page, là, il existe un gouvernement invisible qui manipule vos opinions, vos choix, etc., par le marketing, par le système scolaire, etc., etc. C'était pas nouveau. À l'époque, il a écrit ça au début du 20e siècle. C'est-tu au début du 20e siècle? C'était peut-être un petit peu plus tard, mais lui, en tout cas, lui a commencé à travailler sur la propagande au début du 20e siècle, lors de la Première Guerre mondiale. Et donc, ces gens-là savent exactement comment manipuler les populations, particulièrement en démocratie. En démocratie, tu ne peux pas genre mettre un fusil sur la tête de ta population comme l'Union soviétique faisait ou l'Allemagne dans les années 30. Tu ne peux pas faire ça. Et donc, la façon d'obtenir le consentement, c'est avec la manipulation. C'est pour ça que tu as besoin du système scolaire et des médias, donc de l'ingénierie sociale. Et on a ici, vous voyez, comme l'empathie militarisée, l'émotion et les limites de la réconciliation raciale dans le maintien de l'ordre. Empathie militarisée, vous avez aussi, il y a plusieurs articles. Hein. Ce pas des articles qui sont exactement sur ma ligne, mais qui amènent la notion de l'empathie comme moyen de coercition, comme outil, comme arme, l'empathie comme arme. How empathy became a weapon we used against others. On utilise on fait en sorte que les autres, quand tu veux faire passer quelque chose, là, tu fais en sorte que l'autre personne ait de l'empathie, puis là, finalement, tu es capable d'avoir, et c'est exactement ce qu'ils font. Ils produisent, ils génèrent chez nous, ils utilisent notre empathie. Et c'est pas seulement moi qui le dis, en fait, on est plusieurs à s'en rendre compte que ils utilisent notre force, une des plus belles caractéristiques de la civilisation occidentale qui existe dans très peu d'autres cultures, cette espèce de compassion, cette espèce d'empathie qui nous vient du christianisme en grande partie, ils utilisent ça contre nous. Et donc, je vous montre un petit extrait de Benjamin Tremblay de 7 jours sur Terre qui passait à Hello veut savoir, et qui parlait justement de l'immigration et de la façon dont l'empathie, un très court extrait, 30 secondes, de la façon dont l'empathie, qui dit justement que l'empathie est utilisée contre nous. Notre compassion est utilisée, il profite de notre compassion. On avait un programme d'accueil de réfugiés qui a été instrumentalisé par des immigrants économiques. Des gens qui choisissent le Québec, le Canada, les États-Unis, la France, l'Allemagne, qui font une liste des top 10 et qui s'en vont en avion jusque dans le pays pour exploiter le laxisme sur la question, justement, de l'immigration. Comment ils l'exploitent concrètement?
en exploitant la bienveillance et l'amour L'accueil des gens. du peuple québécois, du peuple canadien, du peuple français, qui vous disent, savez-vous quoi, parce qu'on est conscient qu'il existe des crises. Et donc, le fait de retourner une de nos forces, une de nos plus belles caractéristiques de la civilisation occidentale contre nous, c'est un thème qu'on voit dans le film, notamment Oblivion, avec Tom Cruise. Je ne vais pas vendre le punch du film, mais essentiellement, il y a comme une entité extraterrestre qui, on apprend ça plus tard dans le film, c'est pas clair au début, donc je vous vends un peu le punch, mais de toute façon, c'est un film qui a quelque chose comme 10 ans. C'est un excellent film. Et donc, il y a une entité, un ovni, une entité extraterrestre qui se présente dans le système solaire. Et là, ce que les êtres humains font, c'est qu'ils envoient leur meilleur astronaute, le meilleur soldat astronaute de la Terre, qui est Tom Cruise. Tom Cruise part à la rencontre de cette entité-là. Et ce qu'on apprend plus tard dans le film, parce que c'est là, je vous vends le punch, là, c'est que cette entité-là a fait, c'est qu'elle a pris Tom Cruise, elle l'a reçu à l'intérieur du tête, l'espèce de triangle renversé, comme peut-être une analogie du nouvel ordre mondial, là. Il l'a pris, cette entité-là a cloné le meilleur soldat humain. Il l'a retourné, a créé une armée de Tom Cruise, il l'a retourné contre la Terre, et la Terre a été détruite par le meilleur de ces soldats qu'ils avaient envoyés. Vous comprenez? Donc, ils ont retourné, c'est comme du judo, ils ont retourné la force de leur adversaire contre lui. Et c'est exactement ce que les mondialistes font en exploitant notre compassion. Ils utilisent notre force contre nous, une caractéristique de la société occidentale contre nous. À partir du moment où est-ce qu'on comprend que ça fait un demi-siècle d'ingénierie sociale qu'on nous prépare à ça, qu'on nous fait baisser nos barrières, notre fermeté, notre capacité de dire non, puis qu'on nous dit qu'on est raciste et qu'on utilise ça contre nous pour détruire le système d'État-nation, il faudrait à un moment donné comprendre la game et arrêter d'embarquer dans le jeu de oh Alexis, où est ton cœur, etc. Ayez une vision stratégique, encore une fois. Et regardez ce que l'immigration cause. C'est légal aussi en termes de cohésion sociale, en termes de coûts économiques, etc., etc. Et donc, c'est ça, on nous a dit, par exemple, on nous a vendu ça à coup d'ingénierie sociale, de la diversité et notre force, etc., etc. Mass migration is the weapon of choice of social engineers. Ça, c'est un article sur Substack que je vous recommande, où est-ce qu'on parle justement de l'immigration de masse comme processus d'ingénierie sociale, notamment en Angleterre. Très intéressant. Donc, on nous dit, ouais, il y a toujours l'argument économique, mais ça fait des décennies que les gens disent que, au contraire, ça coûte extrêmement cher, l'immigration. Il y a des études qui sont faites là-dessus, notamment, j'en avais déjà mentionné, je l'avais déjà mentionné ici, l'Institut Fraser au Canada avait produit des Effects of Mass Migration on Canadian Living Standards and Society, les effets de l'immigration de masse sur la qualité de vie des Canadiens, etc. Et les médias en avaient parlé de cette étude. Les immigrants sont légaux et illégaux. Parce qu'un immigrant légal, là, il faut lui apprendre le français, il faut... il y a des structures d'intégration, au début, il n'y a pas de job, on l'aide, etc. Il y a plein de... Il y a différentes catégories de migrants, là, ils ne sont pas tous comme ça. On comprend qu'il y a des gens ici qui sont arrivés, qui n'avaient rien, puis qui sont partis de zéro, puis qui ont tout construit. Oui, il y a plein de super beaux cas d'intégration. J'en rencontre à tous les jours. J'habite à Montréal. C'est comme, c'est pas ça. Mais là, encore une fois, on a une vision d'ensemble. Et sur l'ensemble, c'est un fardeau fiscal, surtout les dernières vagues d'immigration depuis 2015. Surtout depuis 2015. Hein? Les immigrants sont un fardeau fiscal de 20 milliards de dollars et ça, c'était en 2013. Ça doit être au minimum le double présentement. C'est-à-dire que la dette canadienne pourrait être réglée si on arrêtait essentiellement, on finance l'immigration avec de la dette. C'était ça. C'est ça, là, parce que la dette, c'est 40 milliards au Canada là, pour cette année. C'est 40 milliards. 2023-2024, 40 milliards. Eh bien, c'est ça, c'est essentiellement ça. S'il y avait zéro migration, on aurait zéro dette. Puis ça, c'est sans compter l'aide internationale de 12 milliards. Comment on peut envoyer de l'aide internationale
alors on prend la carte de crédit, puis on emprunte sur les marchés internationaux pour envoyer de l'argent au fucking Burkina Faso pour un opéra transgenre. Là, c'est comme, imaginez à quel point tout le système est complètement ridicule, mais tout ça procède d'une même volonté de la société ouverte. Hein, de la société ouverte, George Soros, etc. C'est tout le même logiciel. À partir du moment où est-ce qu'on a compris ça, ben, il faut comme agir en conséquence. Hein. Vous voyez ici, vous avez comme un 11 à 13 milliards nécessaires en francisation au Québec, estime le commissaire. Ça, c'est en 2024. Puis ça, c'est sans compter toute la crise du logement qu'on vit. Bon, on en a parlé lors de la dernière campagne électorale. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais les logements réservés, il y en a plein de ces trucs-là. Les logements réservés à des gens issus des minorités suscitent des malaises à Trois-Rivières. Il y en a partout de ça. C'est un système préférentiel pour la diversité, pour les nouveaux arrivants, dans l'emploi aussi. Essayez de trouver, en tant qu'homme blanc hétérosexuel, essayez de trouver un emploi au gouvernement du Québec ou au gouvernement du Canada. Envoyez votre CV là, au gouvernement du Québec, là, au gouvernement du Canada, essayez de trouver un spot ou dans le système bancaire. Tous les spots sont réservés aux gens issus des minorités, c'est-à-dire l'immigration, minorité visible, minorité sexuelle, etc. Diversité, équité et inclusion dans l'emploi. Aide financière à l'embauche des personnes immigrantes issues des minorités visibles. Ça, c'est le gouvernement du Québec. C'est de ce mois-ci, ça. C'est-à-dire que c'est impossible de trouver, par exemple, lui ici, tu vois, il dit ma fille cherche un emploi dans les parcs, ma fille de 16 ans, pas capable de se trouver un emploi d'été. Les employeurs engagent juste des immigrants car ils reçoivent une subvention du gouvernement. OK? Donc, si tu engages une personne née ici, une petite Québécoise, un petit Québécois, ben, c'est comme tu payes le salaire au complet. Si tu engages un immigrant qui vient d'arriver puis qui est sur un logement social, un logement réservé, etc., ben, le gouvernement va payer, je ne sais pas, comme 20, 30, 40 de son salaire. Fait qu'ils vont tous prendre ces gens-là en premier. Essayer de trouver un emploi à l'université aussi. Et donc, ça, encore une fois, c'est de l'immigration légale. Les gens disent, je suis contre l'immigration illégale, je suis pour l'immigration légale. Regardez ce que ça cause. Ici, Royaume-Uni a dépensé 1,1 milliard de dollars pour relocaliser les Afghans. Et là, je lis à quelque part d'autre la capture d'écran, c'est tombé au cours de la semaine. C'est 33 000 Afghans, c'est 33 000 Afghans qui ont été pris de l'Afghanistan, qui sont des gens qui ont collaboré avec les Anglais essentiellement, là, des traducteurs et leurs familles et la grand-mère et tout ça, et que l'Angleterre fait vivre à vie. C'est le scandale là, de cette semaine. Là. Vous sortirez les captures d'écran. Là. On vient d'apprendre, c'est le Sun, le journal Sun qui a sorti ça, là, 33 000 Afghans, vieillards, enfants, sont pris en charge entièrement du berceau jusqu'au cercueil, tout payé par le gouvernement anglais. Combien ça coûte, ça? Ça, c'est juste une communauté, c'est les Afghans. Après ça, mais les Irakiens, les Syriens, mais c'est une fortune que ça nous coûte. Ça, c'est de l'immigration légale. Okay? Donc, il y a 12 ans, c'était 20 milliards. C'est beaucoup plus maintenant. Ça, c'était avant le chemin Roxham et l'explosion de 2015. Et rappelez-vous aussi les réfugiés syriens qui rentraient ici, les réfugiés ukrainiens aussi qui rentrent ici, logés, nourris, etc., aux frais de la presse. C'est vous et moi qui payez ça, c'est-à-dire qu'on prend de l'argent, on emprunte de l'argent, on endette nos enfants. Mon fils, moi, on endette mon fils pour pouvoir payer à vie des Syriens. Mon fils va devoir travailler puis avoir des conditions merdiques avec payer les taxes jusqu'au cou toute sa vie parce qu'il y a une partie de son salaire qui est utilisée pour payer des gens qui ont des logements gratuits, des logements sociaux, puis qui reçoivent des chèques de bien-être social, etc. Lui, il va devoir, puis il est endetté, là, on s'endette, on endette mon fils, vos enfants, là, pour pouvoir payer ces gens-là gratuitement, pour que ces gens-là puissent vivre gratuitement. Où est ton cœur, Alexis? Où est votre cœur à propos de nos enfants et des conditions de vie merdiques qu'on commence à vivre partout en Occident? Y a-t-il d'autres solutions que toutes les faire venir ici? Réduire le coût net de l'immigration, 7 milliards d'euros d'économie annuelle. Observatoire de l'immigration et de la démographie en France, ça a été publié cette année ou l'année dernière. L'immigration
régulière et irrégulière représentent un coût brut de 75 milliards d'euros. 75 milliards d'euros. Ça, tu sais, c'est plus que la dette, je pense, française. Je pense que le déficit français est autour de 40 milliards ou quelque chose comme ça pour les finances publiques sur la base du dernier budget exécuté en 2023. Voilà. Le coût net de l'immigration est quant à lui estimé à 41 milliards d'euros. 41, le coût net, 41 milliards. Et donc, là, après ça, comment on peut justifier ça? Là? Ça, c'est les coûts. Et après ça, il y a tout je ne vais juste pas parler aujourd'hui de la démographie qui change, ben, ce que ça fait, c'est que ça change la politique. Et là, vous avez comme, par exemple, à Londres, le maire Sadiq Khan, et vous avez de plus en plus, on est en train de se faire remplacer éventuellement en termes de dynamique sociale, là. Même si on n'est pas sur le logiciel essentialiste, il faut quand même se rendre compte qu'éventuellement, si la tendance se maintient, les gens vont. Montréal, qui était la ville à 1000 clochers, va devenir la ville à 1000 mosquées. Vous comprenez? Et donc, tout ça, c'est ça, on ne calcule pas. Ça produit des émeutes à répétition. Rappelez-vous ce qu'on a. Ce dont on a parlé l'été dernier, les émeutes en Angleterre avec les gangs de viol et les émeutes en Irlande, hein, dans la ville de Ballymena. Rappelez-vous comme et c'est caché, tout ça est caché et réduit par les médias, toujours en train de dire que c'est de l'extrême droite qui se préoccupe de ça, etc. C'est pas monsieur et madame tout le monde qui est écœuré, non, c'est toujours des fachos. Là. C'est comme, c'est pas la vieille qui se fait voler son sac, les gens qui changent de quartier, qui sont plus capables, leur édifice, c'est comme une culture complètement différente. Ils sont en France, puis c'est comme, tu sais, ils se sentent plus du tout chez eux parce que les gens vivent comme au bled en France et donc les gens déménagent, ça crée des quartiers. Et Elon Musk avait dénoncé justement le double, comment je pourrais dire, le double standard en justice du gouvernement anglais qui mettait des gens en prison pour des posts Facebook. Rappelez-vous ça. Hein? Et donc, pour forcer la diversité, on est obligé de créer des lois draconiennes avec un État draconien, un État de surveillance et une police qui n'arrête plus les criminels, mais qui ne fait que surveiller les réseaux sociaux pour voir si vous n'êtes pas d'accord avec l'immigration. C'est la même chose en Allemagne, c'est la même chose en Angleterre, et c'est ce qui est dénoncé par l'administration Trump quand ils disent que l'Europe est en train de devenir tyrannique. C'est ce que Marco Rubio a dit quand Elon Musk le pointe, etc. L'Europe est en train de devenir tyrannique, il n'y a plus de liberté d'expression, etc. Ben c'est ça, c'est parce qu'on essaie de forcer l'immigration. Même si ça ne marche pas, on essaie quand même de forcer. C'est comme... C'est du gavage d'oie, là. Et il y a des émeutes partout, émeutes racistes. Ah, c'est raciste, hein? Les gens n'en peuvent juste plus d'un certain nombre d'incivilités et tout. Je ne vous montrerai pas les vidéos, je ne ferai pas l'odieux de passer toutes les vidéos de ces millions de vidéos d'immigrants qui défèquent sur la place publique, qui battent et qui harcèlent les filles, etc. On va juste rester sur le logiciel un peu raciste. Je vous épargnerai de vous prendre par les émotions trop. Émeute raciste en Espagne, du fait divers à la récupération donc c'est en Espagne aussi. Communauté marocaine appelle au calme après les affrontements anti-migrants dans une ville espagnole. Même chose en Suède en 2022. De plus en plus de phénomènes où est-ce qu'on brûle le Coran. Rappelez-vous ce que ça fait en Suède, ça fait des no-go zones. Des zones où est-ce que la police suédoise n'y va même plus. Ils ont pris des migrants, ils ont créé des villes avec juste... Puis la police suédoise n'a même plus accès il y a une soixantaine de no-go zones en Suède. C'est de l'immigration légale, les gars, là. Je suis pour l'immigration légale. C'est de l'immigration légale. Hein? Ça, c'est sans compter les crimes. C'est parce qu'on ne recense pas les crimes. Là, je veux dire, est-ce que je vais là? C'est pas pour rien en France qu'ils ont enlevé complètement la question de l'origine ethnique dans les crimes. Hein? Mais si on regarde, par exemple, en Allemagne, vous avez des Algériens, Marocains, Africains, généralement, c'est massivement surreprésenté par rapport à la moyenne de l'allemand moyen. Même chose ici, c'est ça. Oui, c'est ça. En Allemagne, encore une fois, suspect dans les crimes. Nord-africains, par 1000, c'est 113 Nord-africains versus 18 Allemands, Syriens, Irakiens, etc. Donc, affrontements, c'est ça, il y a des affrontements partout en France. Rappelez-vous les émeutes. En France, c'est pas juste
la population locale, ben, je veux dire, disons les Français de souche qui se rebellent, etc., c'est les quartiers populaires, les zones sensibles. Tu sais, il y a des notes de la DGSE qui disaient qu'on ne pouvait plus, il y avait un potentiel de fragmentation et de guerre civile, de fragmentation sociale et de guerre civile, parce que c'est ça que la diversité crée. Ça crée des zones de gens qui veulent vivre comme ils l'entendent, qui ne reconnaissent pas, qui sont de plus en plus aliénés face à la société. Pensez notamment genre aux émeutes à Los Angeles. Là, c'est comme les gens, les Latinos qui sont là disent ça faisait partie du Mexique avant, c'est à nous ça, Los Gringos, c'est à vous de partir les gringos. Donc, c'est ça, les statistiques de crimes sont certaines communautés sont surreprésentées et ça crée des tensions partout. On ne connaissait pas ça avant l'année dernière, les prières de rue à Montréal. Ça a commencé cette année, les prières de rue. Les gens disent qu'ils sont pour l'immigration légale. Ils ne sont pas tous comme ça. On s'entend, c'est pas. Mais ça va. Tant qu'on a les portes ouvertes avec de l'immigration légale, ça va augmenter, ça va continuer. Il va en avoir de plus en plus parce que ce que j'expliquais l'été dernier, rappelez-vous ce que j'expliquais l'été dernier, c'est que quand une communauté représente 0,2% de la population, elle se comporte d'une certaine façon. Ça veut dire qu'il y a dans la tête des membres de cette communauté-là, ça fonctionne d'une certaine façon. Quand cette communauté-là passe à 3, 4, 5% de la population, ben il y a des choses qui commencent à changer dans la dynamique des groupes. Et donc, dans l'affirmation de la culture aussi. Tu sais, je montrais l'été dernier le livre de Gustave Le Bon, La psychologie des foules. Ben, c'est ça qui se passe. Plus la foule, plus la communauté grossit, plus les gens changent d'attitude. C'est pas juste un rassemblement d'individus, là. Et donc, une communauté qui est à 0,1% de la population totale et une communauté qui est à 10% ne se comporte pas du tout, les individus dans la société, ces groupes, ne se comportent pas du tout de la même façon. Okay? Donc, là, c'est les prières de rue à Montréal. Juste, ils se sont installés juste devant la basilique Notre-Dame. Tu sais, c'est une belle provocation. Ils s'installent juste devant une église chrétienne, la plus belle église à Montréal, la basilique Notre-Dame, et ils font leur prière de rue juste devant l'église de la basilique Notre-Dame. C'est toute de l'immigration légale, c'est toute de l'immigration légale. Et là, heureusement, l'église, la basilique a fait sonner les cloches durant leur prière. Ils bloquent le trafic et... provocation, etc. Et présentement, il n'y a pas de projet pour arrêter ça. Oh, je suis pour l'immigration légale. Ben, ça va juste, c'est ça. Légalement, on va passer de la ville de 1000 clochers à la ville à 1000 mosquées avec la laïcité et puis de façon totalement légale. Si vous n'avez pas compris le pattern, hein, où est ton cœur, Alexis? Ça nous coûte une fortune. On hypothèque l'avenir de nos enfants, etc. C'est juste mauvais à tous les niveaux. Regardez ça ici, l'immigration légale. Ça, c'est encore une fois, ça vient de sortir. On commence à prendre conscience. Ces articles-là n'étaient pas possibles auparavant. On commence à briser le tabou. Les salaires augmenteront à mesure que l'immigration ralentit, selon le Conference Board. Globe and Mail, ça, c'est le 7 juillet. C'est il y a 2 semaines. Les salaires, c'est ce qu'on dit depuis des décennies, puis on se fait traiter de raciste. Maintenant, c'est le Globe and Mail qui publie ça, le Conference Board. Et donc, l'afflux d'immigrants légaux fait baisser les salaires. Tout le monde le sait, ça. C'est comme tu augmentes l'offre de travail. C'est dans Mars, ça s'appelle l'armée de réserve du capital. Tu augmentes l'offre de main-d'œuvre. C'est sûr que le coût va diminuer. C'est comme si la main-d'œuvre, il n'y en a pas beaucoup, mais ça vaut de l'or. Mais à partir du moment où est-ce qu'il y en a partout, mais c'est comme juste du gravier. C'est comme. Fait que plus il y a de travailleurs, plus le coût du salaire, plus les salaires diminuent. L'immigration fait baisser les salaires. Point, c'est le Conference Board qui le dit. Et même chose avec les logements. Les plafonds d'immigration contribuent à la baisse des loyers. À partir du moment où est-ce qu'on met un cap sur l'immigration, non, on n'en prendra pas autant que ça. Bien, les loyers, comme c'est plus possible de se loger à Montréal. C'est comme, moi, je suis rentré dans plus petit. Les loyers, j'ai cherché là, au début du printemps, puis c'est comme tu regardes les loyers, puis c'est super cher partout. Là, c'est ça, c'est parce qu'il y a
100 000 personnes qui rentrent dans la ville à toutes les années puis qui cherchent un logement. Ça, c'est, tu sais, mais pensez-vous que ça ne fait pas pression à la hausse sur les salaires? Tu sais, quand tu as ton logement puis il y a 10 personnes qui se pointent pour le logement, ben, tu peux monter ton salaire. Tu sais, s'il y a comme personne qui se pointe, ben, tu baisses. Tu sais, s'il y a personne qui... Tu baisses les salaires, pas les salaires, mais les loyers. Mais s'il y a 10 personnes pour un logement, ben là, tu peux mettre le loyer que tu veux. Tu sais, fait que c'est l'économie de base, plus tu fais rentrer de gens, plus... Et donc, encore une fois, c'est de l'immigration légale. C'est juste mauvais à tous les niveaux. C'est juste mauvais sur les salaires, sur le... Demandez pas pourquoi il y a des itinérants partout à Montréal, des campements partout. Tu sais, dans les parcs, il y a des tentes, des sans-abri. On ne s'occupe pas des sans-abri. On donne des logements gratuits aux gens issus de la diversité. Parce que nos élites, nos politiciens ont été conditionnés à ça. Ont été conditionnés à il faut les recevoir, tu sais, la diversité est notre force, etc., etc. Tu vois? Nous devons faire notre part. Où est ton cœur? Toutes ces saloperies-là. Je veux dire, ce pas des saloperies, mais c'est utilisé contre nous. Et c'est juste délétère. Et ça fait en sorte que ces gens-là sont les idiots utiles de la Open Society de George Soros, de l'OTAN et des politiques visant à détruire la civilisation occidentale parce que c'est ça que ça fait. Ça détruit la civilisation occidentale. OK? Donc, est-ce que j'avais autre chose? Coût, soit les besoins augmentent. Est-ce que c'est ça ici? C'est ça. Et donc, un autre truc, c'est justement le fait que les besoins augmentent, c'est-à-dire plus tu fais rentrer de gens, plus le gouvernement doit dépenser pour des structures d'accueil. Hein. Tu sais, ici, 1500 classes manquantes au niveau préscolaire et primaire, alors que les écoles débordent. Les écoles débordent. Est-ce que c'est Pourquoi les écoles débordent au Québec? Ce ne serait pas à cause des gens issus de l'immigration, je veux dire, des enfants, les réfugiés, etc., qu'on loge, qu'on nourrit, on les envoie à l'école. Et là, nos classes débordent, nos enfants ont une éducation de merde parce qu'on a reçu la planète, hein, qui remplit les classes. Et où est ton cœur? Ben oui, c'est ça, finalement. Ça fait que nos loyers augmentent, nos salaires diminuent, on a de moins en moins de services, la dette explose, on s'endette à partir de quel moment vous réalisez que c'est une arnaque, que c'est un piège, puis que c'est juste pas une bonne façon, puis on devrait être ferme, envoyer un signal comme Alligator Alcatraz, là, tu sais. Si vous venez au Québec, vous ne serez pas dans un 5 étoiles. Si vous arrivez en France, vous ne serez pas logé nourri. Et donc, n'embarquez pas dans le bateau en commençant, parce que, comme le dit Benjamin Tremblay, ce sont des migrants économiques qui viennent se stationner pour la plupart aux frais de la princesse. Et des vrais réfugiés, par exemple, l'écrivain chilien politique, là, genre, il a écrit des trucs là, où le syndicaliste là, qui doit fuir son pays, le Pinochet, blablabla, c'est moins de 100 par année, ça. C'est pas 100 000, c'est 100 par année. Ça devrait être facile de savoir que chose un tel, là, je sais pas, comme whatever, là, Pedro Rodriguez Alvaro, là, c'est lui, c'est comme un... Et lui, ça, c'est un vrai réfugié politique. Mais là, maintenant, c'est n'importe quoi. C'est genre, oh, ma famille n'aime pas le fait que je suis d'orientation LGBTQ et donc je dois fuir mon pays. Ouais, mais tu pourrais rester chez vous et essayer de changer les mœurs, comme on le fait en Occident. Nous autres, on a fait un certain nombre de combats à l'intérieur de nos sociétés. On n'est pas allé se stationner ailleurs, aux frais de la princesse, en détend les populations locales. C'est juste inconcevable. Pénurie inabordabilité des investissements massifs en logements sociaux réclamés par les manifestants. Pourquoi ils pourquoi ils disent qu'il y a une pénurie de logements sociaux et que c'est inabordable? C'est parce que tout d'un coup, il y a une espèce de baby-boom au Québec ou bien il y a comme d'autres facteurs démographiques. Fait que là, on doit investir en logement social. Il n'y a personne de ces groupes gauchistes-là qui va dire « Ouais, on a peut-être un problème d'immigration, là. Hein? »
Ici, un Québécois sur 10 a recours à une banque alimentaire. Pourquoi on s'appauvrit comme ça? Hein? Pourquoi on s'appauvrit comme ça? Place en garderie, c'est ça, le vrai coût de la maternité. Là, tu as une hostie tarte là, qui vient nous dire, elle ne va pas parler d'immigration, elle, là, qu'il n'y a plus de place en garderie parce qu'il y a comme genre 100 000 immigrants qui arrivent avec leurs enfants ici puis qu'il faut les placer en garderie. On ne peut pas laisser les enfants de ceux qui font des demandes de réfugiés à la maison, là. Ils vont dans nos garderies, puis c'est payé par vous, par mois, des dizaines de milliers. C'est sans fin les coûts après ça. Comprenez-vous pourquoi l'Institut Fraser dit que ça coûte 20 milliards par année, puis ça c'était en 2013, c'est probablement le double. Puis là, je suis comme conservateur, on s'endette pour ça. On hypothèque notre avenir. Non seulement on est en train d'être remplacé, la population est en train d'être remplacée, notre culture est en train de disparaître, la culture québécoise là, est en train de disparaître. Là. On n'a absolument plus la vitalité qu'on avait dans les années 90. Rappelez-vous, c'était quoi la musique, là, Daniel Bélanger, Laurence Jalbert, les bébés dans les années 90, c'était comme le hockey, etc. Il y avait comme une fierté, il y avait comme la culture était vibrante, c'était Notre-Dame de Paris avec Luc Plamondon, il y avait plein de choses qui se passaient au Québec. Hein? Puis là, maintenant, on est mort. Essentiellement, la culture est morte. Ça va juste aller avec l'immigration légale. C'est légal. Fait que c'est comme... donc, tant économiquement que socialement que politiquement, c'est une catastrophe et c'est voulu comme ça. Ça a été planifié contre nous. Ça a été planifié contre nous. Et il faut juste rendre compte de ça. Rendre compte de ça. Donc, j'espère que ce web journal, je pense est-ce que j'ai autre chose? Cloward and Piven, ah oui, c'est ça, ça aussi. Je parlais de l'OTAN, je parlais de George Soros, et c'est ça qui restait. Cloward and Piven, j'en avais déjà parlé, c'est important de le comprendre cependant. Là. C'est une autre stratégie, c'est-à-dire ça se situe à un autre niveau quand je dis qu'on s'endette pour payer l'immigration de masse légale. Hein? Bien cet endettement des États est quelque chose de voulu, afin de faire s'effondrer le système d'État-nation. Ça aussi, ça compte. Ça s'appelle la stratégie Cloward and Piven de ces deux professeurs d'université socialistes, je pense que c'est Howard Cloward et France Anne Piven. La stratégie Cloward-Piven est une stratégie politique définie en 1966 par les sociologues et militants politiques américains Richard Cloward et Franz Fox Piven. Elle vise à mobiliser des groupes militants, pensez à la Open Society for George Soros là, et tous les relais de lutte contre la pauvreté pour provoquer une crise politique en surchargeant le système de protection sociale par une augmentation des demandes d'aide sociale. Et donc, la façon de le faire, la façon la plus rapide de mettre en application la stratégie Cloward-Piven, c'est avec l'immigration. Tu peux juste faire rentrer 100 000 personnes, puis tu as comme sur 100 000 personnes, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage de nouvelles demandes sociales que tu obtiens. Ça, c'est sans compter les programmes d'accès à la diversité, parce qu'ils passent devant nous sur les jobs, là, mais ça, c'est... et là, c'est ça. Là, tu as une crise de la dette. Pourquoi on s'endette? On n'est plus capable de payer la dette. Pourquoi vos factures n'arrêtent pas d'augmenter? Vous n'arrivez pas à la fin du mois. Vous n'êtes pas capable de prendre des vacances. Vous devez travailler toujours plus. Lucien Bouchard dit qu'on n'est pas capable, on n'est pas assez productif. Il faut travailler plus. Non, non! On pourrait être comme en Hongrie. Le gouvernement pourrait être libre financièrement de dire, genre, tu sais, un enfant, moins 25 % d'impôts. 2 enfants, tu payes 50 % moins d'impôts. À 4 enfants, tu ne payes plus jamais. Ça, c'est pour les femmes. Ne payent plus jamais d'impôts au gouvernement à vie. On pourrait avoir une politique nataliste. On n'applique pas ça. Pourquoi on ferme les yeux sur la natalité? Et pourquoi on n'applique pas des politiques pro-famille, natalistes, etc.? Parce qu'il y a une volonté de destruction derrière ça, comme la stratégie Cloward-Piven. Qu'est-ce que ça produit quand tu surcharges le système de protection sociale en augmentant les demandes d'aide sociale? Il y a 2 possibilités. Soit ça produit une augmentation des taxes et des impôts. Ben oui, il y a l'État maintenant doit s'occuper de plein de personnes. Il y a plein de dépenses d'aide sociale. Fait que qu'est-ce que tu fais quand tu as des dépenses d'aide sociale? Ben tu dois aller chercher plus d'argent dans la poche des gens. C'est ça qu'ils font. Là. On n'arrête pas de se plaindre de ça. On est taxé, on est les gens les plus taxés en Amérique du Nord. En France, c'est presque plus que... je pense qu'on est les 2 pays les plus taxés au monde, le Québec et la France. Donc, soit une augmentation des taxes et des impôts ou une augmentation de la dette.
On s'endette. Si on ne va pas chercher de l'argent supplémentaire dans la poche des gens, ben on va chercher l'argent auprès des créanciers. Et là, qu'est-ce que ça produit? Ça produit une perte de souveraineté. La perte de souveraineté, comment les mécanismes internationaux d'allègement de la dette compromettent l'autodétermination économique. Revue de politique et de droit. Même chose, crise de la dette, crise de la souveraineté. Que se passe-t-il lorsqu'un pays fait faillite? En fait, ça, c'est la Open Society de George Soros. En fait, le pays ne fait pas faillite. Et ce que l'article dit de la Open Society de George Soros, c'est que les pays ne font pas faillite. Ils ne peuvent pas faire faillite. Mais ce qui se passe, par exemple, c'est qu'ils prennent des ententes avec les créanciers internationaux, ou est-ce que les créanciers internationaux leur disent, tu vas faire ça, 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 ça. Et donc, à partir du moment où tu es endetté et tu n'es plus capable de payer, etc., tu te fais dire comment opérer ta politique. Tu te fais imposer des choix, comme par exemple la Grèce en 2008 a dû vendre des îles. La Grèce met en vente des terres insulaires, des îles pour sauver son économie. Ce n'était pas pour sauver l'économie. Non, non, non. Pour payer l'intérêt sur la dette. Ils n'étaient pas capables de payer l'intérêt sur la dette. C'est une fraude incroyable, la Grèce. Là. Ça a été, ils ont voulu rejoindre l'Union européenne. Ils ont demandé à la firme Goldman Sachs d'arranger leurs finances. Goldman Sachs a arrangé les finances de la Grèce et après a parié contre la Grèce. Et l'économie de la Grèce s'est effondrée. Et puis là, après ça, les financiers internationaux sont arrivés comme des hosties de requins. Puis ils ont comme dépecé la Grèce. Ils ont pris la compagnie d'aqueduc, ouais, telle chose. Des îles et tout ça, le port, privatise le port d'Athènes. Et puis là, maintenant, ces gens-là se sont gavés, c'est des amis, des créanciers qui ont acheté telle chose, puis qui se sont... Ben, c'est ça. C'est ça l'objectif final. Finalement, les socialistes comme Cloward Piven font encore une fois, c'est des imbéciles qui font le jeu du capitalisme. Parce que qu'est-ce que produit l'augmentation des demandes d'aide sociale et ça produit de l'augmentation de la dette et ça asservit les États au système capitaliste, aux créanciers internationaux, etc. Fait que c'est toujours ça avec les socialistes. Ils n'ont jamais de vision synoptique et produisent juste de la merde. Everything woke turns to shit. C'est toujours ça avec eux. Voilà, donc c'est ça essentiellement. Faire s'effondrer le système d'étonation en 3 temps. Toc, toc, toc. C'est pas mal ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que ça n'a pas été trop rough. On viendra sur l'actualité cette semaine peut-être ou la semaine prochaine, dimanche prochain. Il y a plein de choses qui se passent. Mais je sais que je n'ai pas fait le tour, mais je voulais juste... on pourrait aller très, 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 très loin en immigration. Mais c'est un survol, une vision synoptique surtout les gens qui disent l'immigration, je suis pour l'immigration légale. Où est ton cœur, Alexis? Donc, savoir qu'il y a une volonté derrière ça. C'est pas juste des gens qui sont pauvres qui arrivent ici et puis, compassion. La compassion, l'empathie est militarisée contre nous, et tout ça procède d'une volonté en haut lieu de détruire le système d'étonation qui commence avec l'école de Francfort et la révolution mondiale, le communisme, la révolution mondiale. C'est de là que l'impulsion initiale. Il y a eu des relais avec la Open Society de George Soros et finalement l'OTAN qui met ça en application en se retournant contre ces populations. On l'a expliqué à plusieurs reprises dans les pays de la zone. Et finalement, l'OTAN, la Open Society de George Soros et tous ces relais-là, de qui ils ont besoin? Ils ont absolument besoin d'avoir des idiots utiles sur le terrain qui disent « Oui, où est ton cœur? » etc. Des gens qui ont été manipulés par 50 ans d'ingénierie sociale, qui ne sont pas capables de fermeté puis qui n'ont pas de vision d'ensemble. L'OTAN, la Open Society de George Soros et tous ces gens-là ont besoin de personnes comme ces gens-là. On en fait des héros d'ailleurs, Cédric Héroux, et vous êtes les relais de ces réseaux-là visant à détruire le système d'étonation. Je parle à ceux qui m'ont répondu, là, sans aucune conscience stratégique. Voilà. Je pense que c'est assez pour aujourd'hui. Je ne veux pas que ça ait l'air d'un règlement de compte non plus. Mais je dis ça amicalement, là. On est autour du feu, là. J'ai bloqué pas mal de monde, disons. J'étais comme, je voulais absolument que les gens prennent conscience d'un certain nombre de choses et du danger qui est derrière ça. OK?
Tu sais, ça a l'air, tu sais, c'est comme tu sais, wolf in sheep's clothing, tu sais, c'est comme, l'habit ne fait pas le moine dans l'immigration, tu vois, c'est comme, en tout cas, je vais vous laisser, on va remercier en premier. Je vais vous laisser avant, je vais faire les remerciements et puis après ça, je vais vous laisser sur un clip que j'ai fait, mon premier clip télévisé avant, juste 2 semaines avant de commencer Radio-Québec, 2 semaines avant de commencer mes messages de Q. C'était au début de, c'est peut-être 3 semaines ou peut-être un mois, 3 semaines. J'ai fait une entrevue avec Nomos TV, Alexandre Cormier-Denis, justement sur l'immigration, la diversité, etc., parce que c'était mon sujet doctoral. Le lien social était mon sujet doctoral, puis je n'ai pas abordé la question du lien social dans le Web Journal d'aujourd'hui. Et c'est un clip de 9 minutes. Et je pense qu'il est excellent. C'est ça qui m'a qui m'a donné le goût de faire d'autres clips, puis qui a fait en sorte que j'ai commencé finalement à faire. Après ça, après celui-là, c'est au mi-décembre 2017. Je suis tombé après ça sur les posts de Q, puis là, j'avais fait le vidéo, puis là, je me disais, je vais faire des vidéos, etc. Mais ça a été l'impulsion initiale. Puis il est quand même pas mal, le clip. Je cite des études. C'est moi, en tant qu'universitaire, en tant que chercheur sur le lien social, je fais 9 minutes avec Cormier-Denis sur la question de l'immigration, la diversité, etc. C'est excellent. Je pense que je vous invite à le regarder au complet. Mais entre-temps, je vais remercier les gens qui nous soutiennent. Même des fois, quand on a des propos controversés, etc., j'espère que ce qu'on a fait aujourd'hui sur l'immigration, ça vous donne une vision d'ensemble, une vision synoptique comme on a d'habitude à Radio-Québec, et que je n'ai pas été trop insupportable. Des fois, je m'emporte, hein, je suis humain comme tout le monde. C'est parce que les gens disaient, son compte a été piraté. Ça ne ressemble pas à Alexis, tu sais, j'ai toujours l'air, je sais pas, il me semble que je m'emporte des fois, me semble que je suis humain et puis, tu sais, j'étais clivant hein, en 2020, quand beaucoup de personnes m'ont connu, je marchais pas mes mots avec le gouvernement du Québec et ceux qui me préparaient, j'étais fâché. Et c'est normal d'être fâché quand on se fait avoir complètement. Et là, on se fait avoir avec l'immigration et on a raison d'être fâché. C'est pas du tout. Et donc, c'est normal d'être clivant. Trump est clivant, en passant, là. Trump est clivant. Tu peux pas changer les choses si t'es pas clivant, si t'es pas tranchant. Jésus était clivant, je ne me compare pas à ces deux bonhommes-là, mais alors, si on veut changer les choses, il faut bousculer un peu, et puis quand on bouscule, on est clivant. Voilà, donc merci à ceux qui nous soutiennent. J'aurais dû le faire je dois toujours le faire en début de Web Journal, mais vous le savez. Et puis l'été, c'est toujours plus difficile. Les gens sont en vacances. Et même si on a des vues, on a eu plusieurs vidéos là, depuis la guerre en Iran qui ont comme pas mal de vues sur X, mais ça se traduit pas en une augmentation similaire des soutiens. Donc, pensez à nous si vous avez l'occasion de le faire. Encore une fois, la liberté d'expression, ça vient avec une liberté économique. Quand on est pris au collet, on a peur de tout, on a peur de faire des erreurs. Et c'est comme ça qu'on contrôle beaucoup les gens, hein, comme ça. C'est-à-dire les gens ont peur de perdre leur emploi et donc s'auto-censurent. Alors que si on a des appuis, une liberté économique, au contraire, ça nous donne des ailes. Et merci à ceux qui le font, hein, les contributeurs de Radio-Québec. Je pense que les web journaux vont rester comme des archives hein, pour le futur. Et tous ceux qui disent Cossette se trompe tout le temps, etc., il a eu faux sur tout. Ben, c'est des gens qui n'écoutent pas les web journaux, qui n'ont pas. Je reviendrai là-dessus. Éventuellement, je ferai peut-être mon bilan, puis on verra ce qu'il y en est exactement. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent nous aider, Alexis Cossette-Trudel, casier postal 32017, Saint-André, Montréal-Québec, H2L 4Y5, ça c'est par la poste. Même les chèques en euros, hein, les chèques en euros doivent être faits à mon nom personnel parce que c'est comme ça que le compte en banque est produit. Mais les chèques canadiens, c'est au nom de la compagnie Radio-Québec par virement Interac. Il y a des gens qui le font, qui ont des virements réguliers, on le voit passer. Donc, PayPal aussi, on laisse toujours les références par carte de crédit sur le site Internet. Merci beaucoup. Encore une fois, on compétitionne avec les médias hein, pour l'information et on fait de la recherche approfondie, il me semble, puis ça a une valeur. Il me semble que ça a une valeur, ce qu'on fait. Là. C'est pas, je sais que sur Internet, l'habitude, c'est de prendre ça facile, puis c'est comme tout est comme un peu gratuit, etc. Mais dans le fond, c'est toujours du travail, puis c'est jamais vraiment gratuit. Les gens qui ne sont pas appuyés se découragent.
Voilà. Donc, merci à tout le monde qui nous appuie. Et puis, si vous ne l'avez jamais fait, pensez à le faire. Pas de temps en temps, peut-être pas cette fois-ci, mais dans un mois, 6 mois. Voilà. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous laisse sur mon clip Alexis Cossette-Trudel, entrevue à Nomos TV. La diversité n'est pas notre force. Mais là, pensez pas que le web journal est terminé. Ça, c'est le dernier aspect du web journal, c'est-à-dire c'est le dernier clip, c'est 9 minutes et c'est très, très, très intéressant. Et je cite des études. Là. On arrive avec des études sur la diversité, le lien social, etc. Et c'est la première fois que beaucoup d'entre vous allez me voir en tant que chercheur en 2017. En 2017, j'avais encore une fois, j'avais comme 60 livres de plus. Ouais, j'en ai repris un peu, là. Voilà. Alors, je vous laisse là-dessus. On se donne rendez-vous peut-être cette semaine et sinon la semaine prochaine pour un autre web journal de Radio-Québec. La diversité n'est pas notre force. Denis, et je suis très content d'avoir avec moi Alexis Cossette-Trudel. Bonsoir. Bonsoir, Alexandre. Alexis, tu es en train de réaliser un doctorat en sémiologie sur la question de la diversité. Sur la question du lien social. D'accord. C'est ça. La diversité est une composante du lien social. Je regarde de quelle façon la diversité affecte le lien social. Oui, et c'est ça. Et d'ailleurs, là-dessus, tu as publié un texte extrêmement intéressant qui s'appelle « La diversité n'est pas notre force », contrairement à ce qu'on entend principalement dans les médias dominants et surtout de la part du premier ministre Justin Trudeau. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la thèse un peu de ce texte? Bien, c'est ça, c'est ce qu'on entend un peu partout. La diversité est notre force, alors que quand on regarde ce que les études qui se penchent sur la diversité démontrent, c'est que c'est plutôt le contraire. Et donc, la diversité est notre force, ça serait un slogan orwellien. On remarque que les études démontrent que plus à l'intérieur d'un corps social, plus on a tendance à augmenter la diversité, moins il y a de cohésion sociale à l'intérieur de la population ciblée. C'est-à-dire que la diversité est connotée négativement avec la cohésion sociale. Mais quand tu parles de diversité, est-ce que tu parles de la diversité des groupes sociaux? De quoi on parle? Je parle surtout de la diversité ethnique. En fait, ce que les études, ce sur quoi les études se sont penchées, c'est la question de la diversité ethnique. Et qu'à l'intérieur, par exemple, de quartiers ou de populations, de villes, lorsqu'on augmente la diversité ethnoculturelle à l'intérieur des villes, il n'y a pas juste une étude, il y a des dizaines d'études qui démontrent une perte de cohésion, de la part des populations, une méfiance croissante à l'égard des institutions. Une méfiance à l'intérieur des populations aussi? À l'intérieur des populations, une moindre participation à la vie civique. Et donc, que la diversité érode la cohésion sociale des ensembles des populations. Et finalement, c'est ça mène à une espèce de fragmentation des peuples. C'est ça, une sorte de balkanisation. C'est-à-dire qu'on entend souvent ça, la question de la balkanisation. Oui. On prend l'exemple des Balkans, de la Yougoslavie, etc. La poudrière des Balkans. C'est que les populations se replient sur elles-mêmes, comme on dit dans l'adage, qui se ressemble s'assemble. C'est-à-dire que les populations qui arrivent à l'intérieur d'une ville ou d'un quartier ont tendance à vouloir se regrouper entre elles. Et ça crée des zones à l'intérieur desquelles la culture d'accueil n'a plus le droit de citer. Ça crée des zones, ça lézarde le paysage social. Et avec cette lézardisation, je ne sais pas si on peut dire ça, vient des lignes de fracture, des lignes de conflit entre les différentes communautés. C'est souvent sous la formule diversité plus proximité égale conflit. C'est-à-dire que il peut y avoir de la diversité qui se passe bien quand il y a beaucoup d'espace. Comme par exemple, avec la colonisation de l'Amérique, il y avait beaucoup d'espace. Il n'y a pas eu beaucoup de conflits sociaux avec la diversité de l'immigration. Cependant, quand il y a de la diversité à l'intérieur d'un endroit clos, c'est-à-dire une ville ou un quartier, il y a une forte corrélation entre la diversité et l'augmentation des conflits ethniques et la dégradation du lien social. Et comme je disais tout à l'heure, il y a pas seulement une, deux ou trois, il y a des dizaines d'études qui se sont penchées sur le sujet et qui arrivent toutes à la même conclusion, dont une d'un éminent sociologue américain, Robert Putnam, qui s'appelle E pluribus unum.
Diversity and Community in the 21st Century. Et ce qui est intéressant, c'est que Putnam, lui, qui est un gars de gauche, après avoir... Il a fait cette étude-là pour prouver que la diversité était une force. Ah, d'accord. C'était son point de départ. C'était son objectif au départ. Et en faisant l'étude, il s'est rendu compte que c'était exactement le contraire, que la diversité créait de la méfiance et une érosion du lien social. Si bien qu'il s'est assis sur son étude plusieurs mois avant de la publier. D'accord. Je veux dire, c'est un hommage à son honnêteté intellectuelle. Il l'a finalement publié et c'est une étude qui est bien connue sur la question. Mais par-delà cette étude-là, il y a comme je disais tout à l'heure, des dizaines d'études qui démontrent exactement le même phénomène. Donc, cette tendance-là a été reproduite ailleurs. Ces conclusions-là ont été reproduites. Et on se demande comment ça se fait que les gouvernements continuent avec de l'immigration de masse alors qu'il y a une banque d'études qui démontre les effets pervers de la diversité sur le lien social. On le remarque en Europe. Bien sûr. En Europe, la situation est très grave. Il y a je veux dire, les pays sont en train de se fragmenter, de se balkaniser, comme on disait tout à l'heure. Avec des quartiers où il y a des populations allogènes qui sont de plus en plus majoritaires et qui font fuir aussi les populations... comment on pourrait dire, de souche. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que la démographe Michelle Tribala appelle la fuite des deux souches. Donc, c'est un phénomène qui est constaté partout où est-ce qu'on introduit des populations allogènes. C'est-à-dire que plus un quartier se remplit de populations allogènes, moins les deux souches ont tendance à vouloir s'y installer. Donc, c'est pas ce qu'on appelle un white flight, comme on dit en anglais. C'est pas les deux souches qui quittent les quartiers à la sauvette. C'est juste que plus un quartier... Il ne s'y installe pas. Il ne s'y installe pas. Plus le quartier devient diversifié, moins on s'y installe. Et c'est ce qui nous ramène à ce dont on parlait tout à l'heure, les espèces de zones franches où la culture nationale n'a plus droit de citer. Ce sont essentiellement des quartiers étrangers à l'intérieur des nations. C'est une véritable balkanisation des sociétés occidentales. Et en plus de ça, il y a des coûts associés à tout ça. Oui. C'est-à-dire que c'est pas seulement dans la fragmentation sociale, c'est que même pour les finances publiques et pour l'État, c'est coûteux en fait, c'est politique migratoire et diversitaire subventionné. Je pense que c'est l'Institut Fraser qui avait publié une étude. Ils ont publié une étude, mais ils ont publié aussi un livre qui s'intitule « The Effect of Mass Migration on Canadian Living Standards », je pense. Et on y démontre, noir sur blanc, que les coûts liés à l'immigration sont exorbitants. Je pense que, en fait, c'est de l'ordre de 20 ou 23 milliards de dollars par année pour le Canada seulement. Et pour le Québec, ça serait quelque chose comme 4,5 ou 5 milliards de dollars par année. Pensez-y. C'est immense. Je veux dire, on pourrait se passer de la péréquation. Oui, bien sûr. Et est-ce que tu as une hypothèse sur le pourquoi? C'est-à-dire de l'entretien de ces politiques-là par nos gouvernements, ou même les gouvernements européens, le gouvernement canadien. Je pense que ça s'inscrit dans une logique de dilution des identités. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on voit cette tendance à vouloir faire baisser les frontières, liquéfier les identités, parce que dans l'idéologie de la gauche, les identités sont source de conflits. Ouais. Et donc, en liquéfiant... La nation, c'est la guerre. La nation, c'est la guerre, c'est ça. Et donc, en étant plus français, plus allemand, il n'y aura plus de guerre ni entre les Français et les Allemands. C'est un peu la logique sous-jacente. Il y a un peu la même... un peu cette saveur-là aussi avec la dissolution des genres entre le masculin et le féminin. Donc, c'est un vaste projet de liquéfaction des identités. Et il y a un projet économique aussi derrière ça, c'est de mélanger les populations, d'avoir une population... en finir avec les populations enracinées, puis avoir des populations interchangeables de consommateurs. Même au niveau mondial, finalement. C'est ça, branché sur les grandes marques. Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis sur la liquéfaction, finalement, des identités, parce que c'est pas seulement sur le plan national, c'est aussi sur le plan, justement, tu en as parlé, des identités de genre, des identités sexuelles. Oui. C'est la même chose dans le milieu de l'éducation. C'est ça. Hein, on tente à faire de l'école une espèce de laboratoire social. Donc, on voit que c'est une idéologie, cette espèce d'idéologie diversitaire, qui semble être de plus en plus totalitaire. C'est une idéologie totalitaire et orwellienne. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on
on nous vend exactement le contraire, c'est-à-dire on nous dit la diversité est notre force, on nous gave de la diversité est notre force, alors que c'est exactement le contraire qui se produit. C'est là que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant et je me demande comment ça se fait que personne ne se pose des questions nulle part dans le gouvernement, ni au niveau économique, ni au niveau social. C'est comme si tout le monde était tenu par hypnotisé par une sorte de rectitude politique ou tenu par la dette, on ne sait pas. Donc, Alexis, merci beaucoup d'être venu sur Nomos TV. Ça fait plaisir. Ce fut un plaisir de t'avoir et je vous invite, chers téléspectateurs, à nous suivre pour d'autres capsules nationalistes sur Nomos TV.